dès qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre organisation si bien verrouillée de notre existence, ça ouvre des portes parfois sur des choses déconcertantes, mais parfois sur des choses assez incroyables aussi. Y a-t-il une vie après la mort, les amis? On était en train de déconner hors antenne en se disant qu'on ne sait pas s'il y a une vie après la mort, mais que la vie avant la mort, elle n'est pas très drôle en ce moment. Ah non. C'est vrai, triste, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qu'on ne peut plus faire. Je hais ce siècle. Merci Michel. Non mais voilà. Alors on se dit, est-ce qu'il faut en profiter? On dit toujours qu'il faut en profiter avant la mort. Ouais, on se dit toujours, la vie est courte. Maximum. Il est notre invité, il s'appelle Stéphane Alix. Ça va Stéphane? Super, merci beaucoup de l'invitation. La dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais la veille d'une gastro en Inde, je crois. Voilà. C'est ça, hein. C'était ça. Tu mangeais ton petit truc, tu dis écoutez, je vous laisse, je dois dîner, puis après on n'a plus de nouvelles. Voilà. Et un journaliste, reporter de guerre, réalisateur, écrivain français. La mort n'existe pas, disponible depuis le 4 octobre. Alors, faut qu'on se parle. Je sais pas dans quel ordre on va prendre tout ça, mais d'abord, comment est né ce livre? Il est né de 15 années d'enquête, en fait. 15 années de questionnement rationnel. Je suis journaliste, moi. Et j'ai commencé à enquêter sur ce sujet après avoir perdu mon frère dans un accident de voiture. Ouais. Donc, c'est pas un sujet anodin, c'est pas un sujet que j'ai traité à la légère. Au contraire, j'ai mis beaucoup plus de sérieux que si c'était quelque chose que j'avais investi comme ça, simplement par curiosité. Donc c'est comme sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent, la mort on n'y pense jamais, et puis tout d'un coup on perd un copain, on perd sa maman, son papa, un frère ou une sœur, et tout d'un coup c'est une question auquel on n'a jamais réfléchi, qui est catapultée dans notre vie. Parce que selon les croyances, il y a des gens qui disent alors on va pas tout brasser, mets-le bien plus haut, aide-le sur le micro pour que ça tape pas. Ah magnifique, bravo. Il y a des gens qui se disent alors il y a ceux qui disent après la mort, il n'y a plus rien. Ah, c'est fini, ça s'arrête, c'est fini, dégagez. Il y a ceux qui disent moi, quand j'étais gamin, après la mort, alors selon la religion, je ne les connais pas toutes, mais la mienne, quand j'étais gamin, on me disait si tu es bien, tu iras au paradis avec Saint-Pierre. Tu as fait des bêtises, tu iras en enfer. Il y a des croyances comme ça. Après, il y a ceux qui pensent peut-être être fantômes, venir hanter les gens qu'ils aiment, etc., etc. Mais alors, la question que je veux savoir, c'est enquêter 15 ans, c'est ça, 15 ans? Ouais. Et on ne peut pas, par définition, interviewer des gens morts. Que ce soit des gens qui reviennent. Écoute, si, on peut, mais comme tu le dis, des expériences. Ce sujet, en fait, il est l'objet de croyances. Et moi, mon boulot, c'est d'essayer d'aller un peu au-delà des croyances. Donc, en premier lieu, d'aller voir les médecins. Qu'est-ce que vous savez sur la mort? Est-ce qu'on sait vraiment comment décrire le processus? Et puis, je me suis intéressé aux expériences de mort imminente. Tu sais, les gens qui ont un accident de voiture, un arrêt cardiaque, qui voient la lumière, le tunnel. Alors, ils voient tous la lumière. Une grande majorité voit la lumière, la lumière, des proches décédés. Beaucoup ont l'impression d'observer la scène depuis le dessus, donc à un moment où ils sont en arrêt cardiaque ou bloqués dans leur voiture qui a un accident. Est-ce que c'est juste une hallucination? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une reconstruction? Voilà le type d'enquête qu'on peut faire en étudiant comment fonctionne une hallucination, comment fonctionne le cerveau dans ces moments-là. Et la grosse surprise, c'est qu'on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, et pas des cas anecdotiques, le cerveau des gens était en arrêt cardiaque. Donc, il n'est pas capable d'avoir une expérience de perception, de conscience, de rien. Et pourtant, ces gens-là disent, oui, j'ai vu ce qui se passait au-dessus de mon corps, j'ai même vu ce qui se passait dans la pièce d'à côté. Ça, c'est flippant. Alors, Pourquoi c'est flippant? Parce que c'est flippant de se dire, j'ai vu un tunnel, ma mère m'a parlé, ça peut être effectivement, le cerveau nous fait rêver toutes les nuits. Pourquoi pas, cette fois-là, nous envoyer des choses comme ça. Mais le coup des gens qui disent, j'ai vu, et qui ensuite reviennent et arrivent à décrire ce qu'il y avait exactement dans la pièce d'à côté... Ouais. Ça, c'est pas explicable. Et il y a même non, c'est pas explicable, mais pourquoi c'est flippant? C'est l'inverse, non? Non, c'est bien, mais c'est un peu... Il n'aime pas ce genre de choses. Mais ça peut même aller très loin. T'imagines? Et t'as vu quoi? Tu faisais quoi? T'as quelque chose à cacher? Je t'ai vu sur YouPorn. Tu vois, ça, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en tant que journaliste, je peux vérifier quelque chose de factuel. Est-ce que la personne décrit une scène un peu banale qui pourrait ressembler à une reconstruction ou à un rêve, ou est-ce qu'elle peut donner des détails précis? Et quand tu vas interroger les témoins, quand tu vérifies avec le personnel médical qui était impliqué, tu t'aperçois qu'on peut vérifier des témoignages. Et ça peut même aller très loin, parce que dans le bouquin, à un moment, tu parles même de gouvernements qui ont étudié ça pour, en gros, je vais schématiser, pour créer des espions qui puissent sortir de leur corps pour aller voir ce qu'il y a ailleurs. En gros, c'est ça. La Russie a travaillé là-dessus, et la CIA, après, s'y intéressait aussi. Et surtout les Américains. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, en fait, c'est de rassembler tous les phénomènes de conscience qui arrivent tout autour de nous et qu'on dit c'est une coïncidence, j'y crois pas, patati, patata, et de voir s'il y avait une cohérence entre tous ces phénomènes, si on pouvait tous les vérifier. Et celui dont tu parles, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le renseignement américain au début des années 70. Le programme Stargate, dont on a entendu parler, mais on entend parler pas pour ce que c'est réellement, et qui consistait à développer des
des techniques d'entraînement pour entraîner certains types avec une vraie capacité intuitive à faire de l'espionnage extrasensoriel. Donc ils sortaient de leur corps. Soit ils sortaient littéralement de leur corps, soit ils étaient simplement à leur bureau dans une pièce fermée avec une feuille de papier et avec une technique assez complexe d'élaboration et de tri des messages intuitifs, ils arrivent à te décrire des scènes, à te décrire des situations, à te décrire des choses extrêmement précises. Je prends le cas d'un type qui s'appelle Joe McMoneagle, que j'ai interviewé de nombreuses reprises, qui était un des voyants du programme. Ça fait très pseudo de mec qui va te lire l'avenir. Joe McMoneagle. Joe McMoneagle. Et pourtant, c'est son... Mike Flanagan. Ah, c'est qui va te vendre une bagnole, Joe McMoneagle. Et tu sais comment il a commencé à être recruté ? Non. En fait, il était super chanceux pendant la guerre du Vietnam. C'est-à-dire qu'il est dehors en train de lire un bouquin dans un bunker, puis d'un coup, je me lève. Il se lève, des mortiers Viet Cong détruisent le bunker 3 secondes après. Et en fait, ses supérieurs en sont aperçus qu'il avait tellement de chance que c'est comme s'il avait une sorte de 6e sens. Et ces gars-là, les gars qui avaient beaucoup de chance au Vietnam, on les appelait les hommes de pointe. Et les premiers espions du programme extrasensoriel ont été des hommes de pointe qui avaient une chance débordante au Vietnam. Le type dit, tiens, on va plutôt aller à droite qu'à gauche. Puis à gauche, il y avait une embuscade qui les attendait. Pourquoi la mort n'existe pas ? On essaiera d'y répondre dans un instant, d'accord ? Bouge pas ? On bouge pas. T'es déjà sorti de ton corps, toi ? J'ai fait plein de trucs bizarres. Moi. Oui. Oui, non, mais pas sexuel, je veux dire sur la mort. Nico, t'as déjà fait ? Oui. Ouais, une C'est fois. vrai ? Toi aussi ? Ouais. Est-ce que c'est voyage astral, c'est Une ça projection astrale. Projection astrale. Ouais. Comment t'as fait ? Ouais, j'ai pas fait exprès. Tu m'as jamais dit ? Mais il y a plein de choses que je te dis pas. Et pareil, projection astrale ? Disons qu'à côté de l'enquête scientifique et journalistique que j'ai fait, moi j'ai fait beaucoup d'expériences, et notamment en Amazonie auprès de chamans. Ah oui, Et là j'ai vécu des beaucoup de drogue, là. Je n'ai rien Drogue. pris. Ah, c'est les feuilles de Il y a- coca. Il y a une histoire dingue dont tu parles dans un autre bouquin. Garde-la, Voilà. l'histoire dingue. Tout de suite, on va parler des sorties de corps, de tout ça. Et Jeff avait une question très importante. Oui, parce qu'il y a des sorties de corps, puis il y a aussi des sorties de corps dans le temps, carrément, parce que Non. dans un autre de tes bouquins Mais non. qui s'appelle Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, lors d'une de tes retraites donc en Amazonie, si je me trompe pas, tu t'es retrouvé à te ressentir dans le corps d'un soldat allemand qui s'est fait tirer dans la gorge. Tu as même ressenti, je crois, la douleur. Et après recherche, ce soldat a réellement existé. Oui. C'est Oui. quoi ? C'est de la réincarnation, ça ? Ça peut se poser comme ça. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais eu cette vision en Amazonie, parce que j'ai une vision très précise où j'ai eu son nom, son prénom, j'ai vu les circonstances de sa mort. Et t'as recherché, il existait vraiment ? Et j'ai cherché, il existait vraiment. Ah, Et ça a été. Au début, je me suis même dit, bon, c'est une coïncidence. C'était un nom allemand plutôt lambda, Alexander Hitler, quand Hermann. même, c'est chaud, hein. Et quand j'ai eu Pas de chance. l'acte de décès de cet homme d'entre les mains, il y avait plein de détails qui coïncidaient, et notamment la scène où je le vois mourir, se Mais prendre un non. éclat d'obus dans la gorge. Et là, je me dis, bon, là, c'est quand même chaud. Ah oui, C'est ouf. carrément. Et donc, voilà. En fait, on a l'impression qu'on est un individu, que notre conscience, on maîtrise tout, qu'on a l'impression d'être quelqu'un et de connaître vraiment qui on est. Mais je pense qu'on est traversé d'énergie, de mémoire, de peut-être d'autres consciences. Et tant qu'on contrôle notre vie, tant que tout va bien, on ne le voit pas. Mais quand on ouvre des portes, comme je l'ai fait en Amazonie, en vivant des états de conscience modifiés très puissants, ou comme le vivent des gens dans un accident de voiture quand ils ont une expérience de mort imminente, ou dès qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre organisation si bien verrouillée de notre existence, ça ouvre des portes parfois sur des choses déconcertantes, mais parfois sur des choses assez incroyables aussi. Est-ce que tu sais, sans répondre, hein, ce qu'il y a dès qu'on meurt ? Après. Ouais. La suite. Oui. Est-ce que tu sais quelle forme prend cette suite ? À peu près. Sans me répondre toujours, hein, en détail. Parce que justement, toi, Oui. tu cites, tu Ah, il dis, sait. la mort n'existe pas. Lorsque l'on meurt, on ne cesse pas de vivre, on change juste de monde. Exactement. On va en parler dans un instant. Docteur Strange. C'est teasé, ça. Dites-moi juste que dans cet autre monde, il n'y a pas TikTok. Ah, C'est tout ce que je veux savoir. Ça serait bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ce qu'il y a après la mort ? Visiblement, oui. Ouais. Il sait. Après et finalement pendant, c'est vraiment au moment où la personne meurt, les EMI, c'est vraiment l'expérience de mort imminente, où là ça se passe, j'ai l'impression peut-être que les gens... Ouais, ils vont- c'est toi qui as écrit le livre ou c'est... Ah, non, parce que n'hésite pas, si on Non, le mais change et puis... il va rebondir. Non mais les gens qui vivent ça, pour nous ça va durer quelques secondes, mais eux ils vivent une expérience qui dure longtemps dans leur esprit justement. Si je dois essayer de synthétiser tout ce que la science a à dire sur toutes les expériences de conscience un peu bizarres autour de la mort, plus ce que peuvent en raconter mes propres expériences chamaniques ou ce que peuvent en raconter les différentes traditions spirituelles, quand tu meurs, tu as un moment de perte de conscience exactement comme quand tu t'endors. Tu es dans ton lit, Ouais. tu fermes les C'est un yeux, petit moment où... Hop là. et puis c'est parti. Tu as perdu connaissance et tu reprends conscience, tu es dans le rêve. Et bien la mort, c'est exactement la même chose. Tu as un moment de perte de conscience qui dure peut-être quelques fractions de secondes, et tu reprends conscience, tu es dans un autre monde,
où tout d'un coup tu vas mettre un petit peu de temps à réaliser que tu es mort. Il y a des témoins d'expérienceurs de mort imminente qui disent mais je voulais prévenir que tout allait bien, donc j'avais mes mains qui passaient à travers l'infirmière qui était en train de me ranimer, puis d'un coup je comprends, ah merde, je suis mort. Donc il y a vraiment cette espèce de... imagine, tu meurs, tu sais pas trop ce qui va se passer après. Dis ça, Jeff, arrête de me regarder. Il va me porter l'œil. Ça fait 3 fois qu'il me dit imagine, tu meurs. Non. Voilà, pas là. avec Jeff. Pas là. Ils vont mettre quoi sur énergie l'après-midi là, dans leur bureau là-haut, ils font ah non. Jeff, oui, mais pas Coco. Bon, imagine, je meurs. Allez, je te fais plaisir. Ou moi. Le premier réflexe, je c'est préfère qu'on va être stupéfait. On va dire, mais finalement, rien n'a changé, tout continue. J'ai envie de prévenir mes proches. Tout va bien, je suis super bien. Il y a un enseignant spirituel américain qui était un ancien chercheur de Harvard qui a dit une phrase qui, pour moi, synthétise vraiment la chose la plus essentielle à partager autour de ça. La mort est absolument sans danger. Tu vois, on est abreuvé dans notre société de plein de films d'horreur, de cette culture américaine qu'on exploite aussi pas mal aussi en France, qui met de la peur, qui met des fantômes, qui met des trucs. Bien évidemment, l'espace de la mort est un espace où il y a autant de gens perdus qu'il y en a ici dans notre monde, mais ça n'en fait pas un endroit démoniaque, terrible. La mort est absolument sans danger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Mais tu ne choisis pas comment tu meurs. Donc est-ce qu'il y a différentes... quand tu meurs d'un accident ou que tu meurs de façon naturelle, peut-être que, je ne sais pas, à ce moment-là, c'est différent. On ne sait pas qui choisit. Si tu veux, pourquoi j'ai appelé ce livre « La mort n'existe pas » ? Il est évident que la mort existe. J'ai ramassé le corps de mon frère, je ne le serrerai plus jamais dans mes bras. Mais qui est mort ce jour-là ? Qui est mort quand mon frère est mort ? Qui est mort quand mon père est mort ? Qui est mort quand on perd quelqu'un ? Eh ben alors, il est où, ton frère ? Il est redevenu peut-être ce que décrivent tous les témoins. J'avais l'impression de pénétrer dans quelque chose de beaucoup plus réel que le réel. J'avais l'impression de me réveiller, c'est ce que rapportent beaucoup de témoins d'expériences de mort imminente. Donc peut-être qu'il est dans une dimension, ça nous paraît bizarre de percevoir ça, mais une dimension qui est peut-être plus réelle que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Peut-être que maintenant on vit dans un espèce de rêve un peu voilé et que la mort nous réveille et nous remet dans une réalité encore plus ça, c'est Matrix. Ah ouais, peut-être qu'on est mort de notre vivant et en fait quand on meurt c'est la vraie vie. Ouais, mais c'est ça. D'où viennent les mecs de Matrix sont allés faire des expériences chamaniques et se sont beaucoup intéressés à ces sujets-là. Et c'est pas étonnant que Matrix traite d'une façon magistrale et géniale des thématiques qu'on retrouve dans mon livre et qu'on retrouve chez toutes les personnes qui s'intéressent à la conscience et à la vie après la mort. Donc, il serait dans une dimension... dans une matrice. Alors là, pour le coup, personne ne sait à quoi ressemblerait cette dimension. Ça, on ne sait pas. La seule caractéristique qu'on a, mais ça ne va pas beaucoup t'aider, c'est qu'on n'est plus dans le temps et dans l'espace. Il y a une dimension de notre conscience dont on fait l'expérience aujourd'hui qui n'est pas bloquée par le temps et l'espace. Les espions du programme Stargate, par exemple, aux États-Unis, une partie de leur conscience est capable de prévoir des événements futurs. Ça veut dire que quelque part en eux, il y a une liaison avec le futur, comme avec le passé. Et ça, on l'a. Tu l'as, je l'ai, on l'a tous. Il y a une partie de nous qui est écrasée par notre activité. C'est exactement ça, c'est l'intuition. Et si tu développes l'intuition de façon excessive, tu vas pouvoir avoir des capacités qui vont être hallucinantes. Et ça, c'est pas magique, c'est une partie de ce qui nous constitue. Et c'est ça qui donne les voyants, genre, quand les voyants... Exactement. Ah, c'est ça. Exactement. Et la notion qu'on a appris quand on est gamin de t'es gentil, c'est l'enfer, enfin t'es méchant, c'est l'enfer, t'es gentil, c'est le paradis. Ça, c'est uniquement culturel, oui. Non, mais ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire que t'es dans une autre dimension, mais t'es à côté de Mussolini, Adolf Hitler et Francis Holm. Non mais c'est ça. Mais c'est une invention de l'humain, ça, l'enfer et le paradis. C'est des concepts inventés par l'homme, ça. T'as envie de finir avec Francis Holm ? Mais ça n'existe pas dans une autre dimension. Et Louis qui dit je te remets en bus. Ça n'existe pas. C'est des concepts très humains, ça. Je vous laisse débattre. Vous avez 2 heures. Moi, je me vois pas dans 50 ans faire une partie de cartes. Oui. En fait, c'est l'inconnu qui fait peur. C'est pour ça qu'on dit toujours que la mort est négative, parce qu'on ne connaît pas, en fait. Effectivement, l'humain se rassure en disant il y a du bien et du mal. En fait, je pense que c'est rassurant. Même le bien et le mal, est-ce que ça existe d'ailleurs ? Je vais au loin, je pousse ce que je dis. Donc, même la pire des saloperies ayant vécu sur cette terre, elle a droit à la suite comme tout le monde. Oui, mais je pense que c'est nous-mêmes qui nous punissons. C'est-à-dire que je pense que ce que disent par exemple les médiums avec qui j'ai pu faire beaucoup de tests pour vérifier si vraiment ils communiquent avec des défunts ou si tout ça ce sont des croyances, disent que de l'autre côté, on n'est pas tous mélangés comme on pourrait être mélangés sur cette planète. Quand même. Il y a une histoire de vibration. Il y a une sélection. Voilà. VIP, moi, quand même. Voilà. Il y a un club VIP. Non mais regarde comment... prenons toutes les personnes présentes dans le studio. Comment chacun réagit à quelque chose de très inattendu. On va avoir une façon très très différente de réagir à ça. Et on va peut-être plutôt se ranger de l'autre côté grâce à ces dispositions ou au contraire à ce manque de disposition. Qui va être capable de comprendre qu'il est mort tout de suite ? On sera séparés. Qui va avoir besoin d'un certain temps ?
Quel regard on va porter sur la vie qu'on a eue, sur les choses qui ont pu être des regrets. Je comprends. Tous les concepts religieux auxquels on a été habitué, l'enfer, la punition et tout ça, pour moi, c'est vraiment à gommer. Bon. On répondra à la question dans un instant. Des fois, on a l'impression, on se raconte. Alors, est-ce qu'on se raconte une histoire ou pas? Que quand il y a quelqu'un de disparu, ton frère, par exemple, moi, mes parents, on a souvent tendance à se dire, ils sont avec moi. On les croise sent, des gens qui disent, ils sont avec toi. Alors, oui ou non, on en parle dans un instant. Tiens, oh là là, le teasing incroyable. Parce que si je me faisais l'avocat du diable avec Stéphane Alix, je dirais, Stéphane, tu peux raconter tout le brin que tu veux, parce que personne ne peut vérifier ce que tu écris dans ton livre. Ah bah si, justement. Donc, non mais... Si, justement. C'est l'intérêt de mon travail de ce sujet, c'est que n'importe quel journaliste qui reprend mon enquête arrivera aux mêmes conclusions que moi. Il y a plus de 200 références scientifiques dans mon livre. Elles sont toutes référencées. C'est vraiment un travail d'analyse et de synthèse. Ce que je raconte, c'est pas mes croyances. Je suis pas parti dans un monastère orthodoxe et puis là, je vous livre mon délire mystique. C'est vraiment une enquête journalistique. Moi, j'ai travaillé sur le trafic de drogue avant, sur les talibans. Je sais faire une enquête et c'est vraiment ce que j'ai essayé de synthétiser ici. Et c'est ça qui est d'autant plus aberrant, c'est que malgré ces évidences qui sont disponibles, ces articles scientifiques, ces recherches, on vit toujours dans un monde où on continue à penser que tout ça, c'est des croyances. Ouais. Je crois à ci, je crois à ça, mais on s'en fout des croyances. Est-ce qu'il y a des faits ou pas? Est-ce qu'ils peuvent être analysés? Tu as raison. Et c'est mon boulot, c'est ce que je fais. On disait tout à l'heure, voilà, moi j'ai perdu mes parents, toi ton frère, on va pas, etc. On a tous des fois perdu des gens autour de nous. Et on a tendance à se rassurer en se disant, ils sont là, ils nous regardent, ils nous machin. Alors, est-ce qu'après la mort, d'après toi et d'après les preuves scientifiques, il y aurait peut-être quelque chose qui ressemblerait à ça ou pas? Bah, tu sais que plus de 50% des gens qui perdent un proche dans les jours ou les semaines qui suivent décrivent une sensation de présence, voire une apparition, voire carrément une vision, dans des mécanismes qui, là encore une fois, quand on les analyse, ressemblent absolument pas à des mécanismes de compensation psychologique, parce que les gens sont dans la douleur, comme on pourrait s'imaginer. Quelqu'un qui est en deuil, qui dit « ouais, j'ai vu ma mère », je dis « bah oui, c'est normal, t'as la tristesse ». Et quand on va demander à un psychiatre si ça ressemble à une hallucination, il vous dit « bah non, c'est exactement l'inverse, on n'est pas du tout dans ce type de mécanisme ». Et moi-même, je raconte dans ce livre une histoire où je suis allé voir une maison de famille que mes cousines voulaient me faire visiter. Et pendant la visite, tout d'un coup, la cousine commence à me raconter une expérience qu'elle a vécue elle-même où, avec sa sœur, veillant le corps de leur mère qui venait de mourir dans la maison, elles se sont retournées en pleine nuit dans la cuisine et elles l'ont vu se manifester, danser le Charleston comme si cette vieille dame qui venait de mourir. Mais je comprends qu'ils vendent la maison. Hein. Mais faites un test. Fais une émission un jour en faisant un test, en proposant aux auditeurs de raconter leurs histoires extraordinaires. Tu vas être estomaqué du nombre d'histoires. C'est quoi? T'es un peu loin, mais tac, on se tape dans la main, on va la monter celle-là. Check de loin. On va la faire. Avec cette plaisir, émission. Tu vas être surpris du nombre hallucinant de gens normaux comme vous et moi qui vivent des choses extraordinaires et spécialement autour de la fin de vie et de la mort. Eh ben on va la monter. Voilà, très bien, on va se faire ça, c'est sûr. Le livre de Stéphane Alix, on répète tout. Ce Jeff, il a mis des post-it dedans, c'est ses courses ce soir. Un post-it, un aliment. C'est des recettes de cuisine. La mort n'existe pas. Moi, ça le bordel qu'il a fait. Ah ouais. Bon alors, le livre est vendu sans les post-it. Puis la technique du je te mets un post-it au hasard, Jeff. On la connaît, on la connaît. T'as mis un post-it sur une page, il y a écrit. J'ai fait mes recherches. Les travaux de Turg et Pingoff, franchement. Bon, en tout cas, non, mais je vais le prendre parce qu'il me l'a un peu piqué. Non, c'est pas moi, c'est le mien celui-là. Ça va, t'as fini, tu l'as lu? Non, pas encore complètement. Ouais, il fallait le lire. Mais ça m'intéresse. Oui. Ah bah, je le lirai d'abord. Tu fais tourner après. Et là, dans sa tête, il dit les pinces, il pourrait l'acheter quand même. Il s'en passe un gratuit à tout le monde, il pourrait quand même. 1 pour 3. Il pourrait quand même l'acheter, j'ai bossé sur le dossier quand même. Enfin bon, vrai. Et ça, je dis rien. Aux éditions HarperCollins, c'est ça? La mort n'existe pas.